Voilà. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Vous vous posez certainement la question de pourquoi cette norme, d'où vient-elle, en sachant que le secteur du nucléaire a déjà un millefeuille d'exigences à satisfaire au quotidien. Eh bien, la raison d'être de l'ISO 19453 provient d'un constat international. Ce constat vient en fait des entreprises qui fournissent des produits et des services importants pour la sûreté nucléaire, rencontrent de nombreuses difficultés pour respecter les exigences qualité et sûreté spécifiques au nucléaire, tout en restant compétitifs sur le marché international. De ce constat est né un besoin. Ce besoin, c'est d'avoir une norme internationale de management de la qualité qui aille au-delà de l'ISO 9001, afin d'obliger les fournisseurs à intégrer les aspects cruciaux pour la qualité des installations nucléaires de manière homogène partout dans le monde, afin d'aider la chaîne d'approvisionnement du secteur du nucléaire à relever les défis auxquels elle est confrontée. Donc, dans ce webinaire, nous allons tout d'abord vous présenter la norme ISO 19443 ainsi que sa structure. Nous aborderons également les avantages pour vous de mettre en place cette norme ISO 19443 chez vous. Nous aborderons également des domaines d'exigence fondamentaux de l'ISO 19443 et nous finirons par l'intégration de ces exigences dans un système de management de qualité existant. Donc tout d'abord, la genèse de l'ISO 19443. En France, depuis les années 50, nous avons vu la construction des centrales nucléaires que nous connaissons actuellement, donc de 1955 avec le CEA de Marcoule, jusque dans les fin des années 90, avec la tranche 2 de la centrale nucléaire de Civaux. Je ne prends pas en compte le PR Flamanville. Et tout au long de cette période, l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, a publié un certain nombre de documentations dans lequel on prend en compte l'assurance qualité dès les années 70. Donc, c'est vraiment un des fondamentaux du secteur nucléaire, c'est l'assurance qualité. Et cette assurance qualité va évoluer au fur du temps avec aussi les événements qui se sont produits tels que Tchernobyl ou Fukushima. Elle s'est enrichie tout au long du temps. Et c'est pour ça qu'on voit cette évolution. On est passé d'une assurance qualité avec la 50 CQA à un management de la qualité avec la 50C CJQ, où là, c'est l'assurance qualité au service de la sûreté des installations nucléaires, qui a ensuite encore évolué vers une gestion intégrée. Donc là, il y a eu vraiment un changement culturel qui a été mis en place avec un système de management qui est mis en place pour la sûreté des installations et des activités nucléaires. Et donc là, on voit bien que la sûreté nucléaire n'est plus considérée de manière isolée, mais est prise en compte avec les différentes composantes telles que la qualité, la sécurité, les coûts, la santé et l'environnement. Et ensuite, on est passé au GSR partie 2, où là, on prend la direction et la gestion de la sûreté nucléaire. Et là sont intégrées les composantes de leadership, de facteurs organisationnels et humains, de retour d'expérience et de systèmes de management efficaces. Donc, grâce à cette évolution et à ces retours d'expérience industrielle, à l'évolution des codes, des normes, ça a constitué un socle d'exigences spécifiques. Ces exigences spécifiques, on les a intégrées à l'ISO 9001, ce qui a conduit à la naissance de l'ISO 19443 en mai 2018. Cette norme-là est apparue en mai 2018 et a été accompagnée dès janvier 2020 par l'ISO TS 23406 qui définit les exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management qualité pour les organisations fournissant des produits et services importants pour la sûreté nucléaire. Et justement, le TÜV Sud est en démarche d'accréditation auprès du COFRAC. Et nous aurons notre audit d'accréditation d'ici la fin d'année, voire janvier 2022. Nous en reparlons plus tard. Pour vous qui êtes fournisseurs de ces produits et services,
est venu compléter ce panel de documents, l'ISO TR 4450 en septembre 2020. Ce sont en fait des lignes directrices pour justement vous donner des exemples et d'application de l'ISO 19443. Donc justement, donc, on vient de voir la documentation liée à cette ISO 19443. Voyons maintenant quel est son intérêt. Pourquoi mettre en œuvre cette norme? Donc, les objectifs de l'ISO 19443, c'est tout d'abord d'améliorer la compréhension des exigences qualité du nucléaire tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Comment ça se passe? Tout d'abord en standardisant les exigences et en harmonisant la culture de qualité-sûreté à l'échelle internationale, ce qui facilite l'acceptation par les autorités de réglementation, mais également permet d'instaurer une relation durable entre le détenteur de la licence et le fournisseur. Maintenant, je vous propose de rentrer concrètement dans le vif du sujet et de regarder à quoi correspond cette norme et en tout cas, comment est-elle construite. La structure de l'ISO 19443, on a vu, elle est basée sur l'ISO 9000. Et dans la norme, elle est matérialisée par un encadré. Donc, toutes les exigences de l'ISO 9001 sont encadrées, comme nous pouvons le voir à l'écran. Donc, dans l'exemple, nous voyons les 7 principes de management de la qualité qui sont issus de l'ISO 9001. Et en dessous, vous voyez 3 autres principes qui apparaissent et qui sont spécifiques au nucléaire. Nous avons la culture de sûreté nucléaire, l'identification des articles et activités importantes pour la protection de la sûreté nucléaire, IPSN, et l'approche graduée de l'application des exigences qualité. Un autre exemple pour vous illustrer cette norme, nous avons choisi le chapitre 8, donc réalisation des activités opérationnelles. De la même manière, tout le texte en noir est issu de l'ISO 9001. Le texte en bleu signifie qu'il y a eu une modification légère entre l'ISO 9001 et l'intégration des exigences de sûreté nucléaire. Et en rouge, vous voyez les dispositions qui sont réellement spécifiques au secteur du nucléaire. Nous prenons l'exemple de dispositions relatives aux articles contrefaits, frauduleux et suspects, les fameux CFS. On comprend bien que là, c'est un des sujets les plus sensibles et critiques qu'on peut avoir dans le secteur du nucléaire. Maintenant, je vous propose de voir quels sont les avantages que vous avez à intégrer chez vous l'ISO 19443. Donc, tout d'abord, nous aimerions déjà partager, en tout cas, une vision représentée de ce qu'est la chaîne d'approvisionnement. Donc, cette chaîne d'approvisionnement, on commence tout d'abord par le détenteur de la licence, qui généralement est aussi un grand donneur d'ordre. Donc, en France, nous avons EDF, en Angleterre également. En Belgique, nous allons avoir Electrabel. Au Japon, nous allons avoir TEPCO. En Allemagne, nous allons avoir WRE et ON. Donc, ces détenteurs de licence, ils ont une autorisation à exploiter des centrales nucléaires. Cette autorisation est délivrée par les autorités de sûreté nucléaire locales. Pour obtenir cette autorisation d'exploiter, le détenteur de la licence doit respecter un certain nombre d'exigences. Et ces exigences, il doit les répercuter à toute sa chaîne d'approvisionnement. Donc, on voit des fournisseurs de rang 1, des fournisseurs de rang 2, de rang 3, etc. Ce qui permet justement d'avoir une compréhension commune des exigences, d'avoir un certain niveau de culture, qualité et de sûreté partagée. Si je vous prends un exemple, actuellement, nous savons que dans les appels d'offres des constructions nouvelles, l'ISO 19443 est un prérequis pour répondre à ces appels d'offres. Donc, si jamais vous êtes tuyauteur chaudronnier, vous allez avoir à répondre à un appel d'offres avec un certain nombre de cahiers des charges, des exigences à remplir. Et donc, vous êtes sous-traitant de rang 1. Et ensuite, il y a certaines activités qui ne sont pas votre cœur de métier et dans lesquelles vous allez devoir
sous-traités. Je pense par exemple au contrôle non destructif, au calorifugage, etc. Donc là, vous allez avoir des sous-traitants de rang 2. Et donc, pour répondre à votre contrat, à votre lot, vous allez devoir répercuter, vous aussi, les exigences du détenteur de licence à vos fournisseurs. Donc, on voit bien là la cascade des exigences et toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, l'intérêt et pourquoi, quels sont les avantages que vous avez à mettre en œuvre l'ISO 19443, c'est tout d'abord d'avoir une compréhension commune entre votre détenteur de licence et vous, afin d'avoir une acceptation, d'avoir une reconnaissance et d'améliorer efficacement la chaîne d'approvisionnement au regard de la sûreté nucléaire. Donc, les avantages, c'est d'abord un renforcement de la culture de sûreté nucléaire, afin d'obtenir également une qualité constante et, in fine, satisfaire notre client. La satisfaction du client est bien sûr l'objectif de tout système de management de qualité. Un autre avantage, c'est d'aider justement les fournisseurs à acquérir une compréhension de base du contexte dans un contexte international. Donc l'avantage avec cette norme ISO 19443, c'est que vous allez avoir une reconnaissance internationale et ainsi pouvoir aller à l'export, accéder à des marchés internationaux et avoir une diminution des risques. La plupart d'entre vous, vous avez certainement déjà un système de management qui est conforme à l'ISO 9001. Donc là encore, il va falloir, entre guillemets, simplement passer à l'étape de transcription des exigences du nucléaire dans votre système de management de qualité. Là, nous avons déjà un délai d'intégration qui est réduit et forcément, ça impacte également la réduction du coût d'intégration. Enfin, vu qu'on a intégré toutes les exigences de l'AIEA, des prescriptions du nucléaire, cette norme facilite aussi l'acceptation par les autorités de réglementation, ce qui contribue à avoir une chaîne d'approvisionnement qui a été fiabilisée et d'établir des partenariats durables. Je vous propose désormais d'accéder aux spécificités du secteur du nucléaire dans cette norme. Donc, dans cette norme, nous avons quelques points qui sont spécifiques au nucléaire, tels que la culture de sûreté nucléaire, l'approche par les risques, l'identification des articles et activités importantes pour la protection de la sûreté nucléaire, nous verrons par ailleurs, la traçabilité et la vérification, les articles contrefaits, frauduleux ou suspects, l'information documentée et les parties intéressées. Deux nouvelles définitions apparaissent, les articles de qualité commerciale et l'approche graduée. Je vous propose tout d'abord de voir un des points fondamentaux de la culture de sûreté nucléaire. Donc, la culture de sûreté nucléaire, c'est tout d'abord l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines qui sont mises en œuvre à toutes les étapes de la vie de la centrale nucléaire, c'est-à-dire aussi bien de la construction, de l'exploitation ou des démantèlements, qui, mises en œuvre, doivent, en toutes circonstances, protéger l'environnement et la population d'un éventuel risque de dispersion des produits radioactifs. Cette sûreté nucléaire a plusieurs composants, comme nous venons de le voir, donc les facteurs technologiques, mais également la partie comportement individuel et structure de l'organisation. Donc c'est bien l'interaction entre l'individu et l'organisation qui garantit la sûreté nucléaire. Donc, dans toutes les activités liées à la fourniture de produits ou services importantes pour la protection de la sûreté nucléaire, ces activités-là vont avoir une influence sur la sûreté nucléaire. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une défaillance à leur niveau, et il y a un risque que la fonction nucléaire ne joue plus son rôle. C'est pourquoi il va falloir justement agir à tous les niveaux de l'entreprise afin de garantir cette culture de sûreté nucléaire. Tout d'abord par la direction qui se doit exemplaire avec le leadership, mais également s'assurer que dans les prises de décision, ça soit la sûreté qui prime, et aussi la création d'un environnement de travail respectueux. Au niveau de l'individu, au niveau du comportement attendu, nous allons avoir un point sur l'attitude interrogative. L'attitude interrogative est un des
une des pratiques de fiabilisation de l'intervenant, les fameux PFI, que l'on n'arrête pas de répéter sans cesse sur les centrales nucléaires auprès des intervenants. Il y a également le respect des procédures, la transparence et le signalement de problèmes ou d'événements qui se seraient survenus. Tout fournisseur doit donc être impliqué dans la fourniture de produits et services importantes pour la sûreté nucléaire et est un partenaire clé pour assurer le niveau de sûreté nucléaire approprié. Là, maintenant, on a dit ça, c'est bien, mais vous vous posez certainement la question, très bien, ok, comment je peux savoir, moi, si je livre, si je fournis un produit ou un service IPSN? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'identification des articles et activités importantes pour la protection de sûreté nucléaire est capitale. C'est un point critique. Ce point critique est aussi au niveau du détenteur de la licence. Autrement dit, dès l'appel d'offres, le détenteur de licence doit identifier, lui aussi, ces activités ou services qui sont importantes pour la sûreté nucléaire. Donc, une fois que vous avez répondu à un appel d'offres, vous avez dans le cahier des charges l'identification des activités et services importantes pour la protection de la sûreté nucléaire du détenteur de licence. L'une des premières choses que vous devez faire, c'est justement, vous aussi, faire une analyse de risque fonctionnelle de vos activités et services pour savoir s'ils sont importants ou non pour la sûreté nucléaire. De cette analyse de risque, vous allez donc identifier ce qui est ou non important pour la sûreté nucléaire et cette identification constitue donc la base de l'approche graduée de l'application des exigences qualité. Un des points fondamentaux de cette norme, ce sont également les parties intéressées. Dans les parties intéressées, nous avons bien sûr les parties intéressées internes et externes, et leur identification et leur interaction est déjà prérequis dans la norme ISO 9001. Donc, dans les parties intéressées, nous avons schématisé quelques interactions. Donc, nous avons la chaîne d'approvisionnement du secteur du nucléaire, le constructeur, le fabricant de la centrale nucléaire, l'opérateur, le détenteur de la licence, mais pas seulement. Il y a également une influence de l'Union européenne, des conventions nucléaires qui pourraient y avoir, des exigences de l'AIEA, des contrats bi- ou multilatéraux entre les États pour favoriser le commerce et la confiance, mais également on pourrait avoir des interactions avec l'État, les décrets, les lois qui sortent. Et d'un autre côté, nous avons aussi des pays voisins, des groupes écologistes qui peuvent faire pression, et également des riverains. Donc, la gestion des parties intéressées est absolument cruciale à identifier et à gérer. Et justement, la gestion de ces parties intéressées, encore une fois, internes et externes, est un pilier stratégique du management de la qualité. Ça me permet de rebondir avec l'intégration des exigences de l'ISO 19453 dans un système de management existant. La plupart d'entre vous est déjà certifié ISO 9001. Donc là, on a voulu vous représenter la qualité globale qui est soutenue par 5 piliers. Tout d'abord, les systèmes de management où sont décrits les procédures, les processus, qui tendent justement à garantir la qualité de la conception et de la fabrication des biens et services, mais également la fiabilité de la livraison, l'organisation et la communication. Et aussi, cette qualité est aussi basée sur la formation, l'expérience et la culture de l'entreprise. Et également, elle est basée aussi sur cette formation, expérience et culture partagée au sein de la société et avec les salariés de votre entreprise. Donc, cette qualité-là, globale, donc, est soutenue par ces différents piliers qui, a priori, pourraient être indépendants et pourtant qui sont fondamentaux. Et l'intégration des exigences de l'ISO 19443 permet de démontrer justement que vous respectez les exigences de sûreté nucléaire qui sont imposées
par ce secteur d'activité, mais également de garantir une qualité constante et durable. Vous allez me dire, entre la décision d'entrer sur le marché du nucléaire et d'obtenir un système de management qui est conforme à toutes les exigences du nucléaire, ok, il y a quelques étapes quand même à franchir. Tout d'abord, il faut commencer par collecter les données et faire une analyse de l'existant, du système existant, c'est-à-dire l'état initial, où est-ce qu'on en est. Ensuite, il faut déterminer les lacunes ou les points d'intervention, donc déterminer entre ce qu'on a et ce que la norme exige, qu'est-ce qu'on peut faire et établir ainsi un plan d'action. Et ensuite, il faut justement mettre en œuvre ces améliorations afin d'atteindre l'objectif voulu. Et en cela, TÜV Sud vous accompagne dans cette démarche et notamment avec des formations standards et sur mesure grâce à notre organisme de formation, mais également vous proposant des services de pré-audit afin d'avoir des constats, de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à la norme. Ensuite, nous proposons également des services d'audit de certification, donc actuellement non accrédités, mais comme je vous l'ai déjà dit, TÜV Sud France est en démarche de processus d'accréditation avec le COFRAC. Donc prochainement, nous serons amenés à même de vous offrir des services d'audit de certification accrédités. Et je le rappelle, EDF souhaite des audits de certification accrédités pour l'ISO 19443. J'aimerais finir cette présentation avec une image qui me semble assez bien résumer tout ce qu'on vient de se dire. Quelle est la vision que nous partageons avec vous aujourd'hui de l'ISO 19443? Tout d'abord, c'est que cette norme permet d'établir une passerelle entre les exigences du nucléaire qui sont bien spécifiques à ce secteur d'activité et également les exigences d'un système de management moderne et international afin de garantir un haut niveau de qualité et de sûreté. L'ISO 19423 est une étape stratégique importante et elle assure justement le fait de fiabiliser la chaîne d'approvisionnement et de pouvoir établir des relations et des partenariats durables par la suite. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a intéressé et plu. Laissons place à vos questions. Merci Amandine pour cette présentation. Donc, pour rappel, maintenant est venu le moment d'échange. Donc, vraiment, vous avez un bouton en bas à droite de votre écran où vous pouvez aller poser vos questions qui nous seront directement envoyées. Pour information, on va répondre à un maximum de questions. Si certaines des questions ne sont pas répondues aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on y répondra par mail suite à ce webinaire. Nous allons donc commencer par une première question qui est nous sommes certifiés selon la norme ISO 9001. Combien faut-il de temps pour se positionner pour l'ISO 19443 et quelle est la durée moyenne du processus de certification? Oui, bonjour. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. En fait, la durée, à mon avis, est variable en fonction d'une part du niveau de maturité du système qualité ISO 9001 existant, bien sûr, mais aussi lié aux ressources qu'on va mettre sur le projet pour mener à bien la mise à niveau par rapport à la 19443. Un point important aussi qu'Amandine a souligné tout à l'heure, c'est le niveau de culture, puisqu'on va aussi, et c'est un point fondamental, donc évaluer le niveau de culture nucléaire de l'entreprise. Et alors, il est très facile, a priori, de mettre en place des processus, d'écrire des procédures, de respecter des exigences telles qu'elles sont décrites dans le référentiel. Là où ça peut être beaucoup plus long, et c'est de mettre en place une culture nucléaire dans une entreprise. Donc c'est également, à mon avis, facteur du niveau de culture nucléaire qui peut déjà ou ne pas exister dans l'entreprise. Donc voilà pour répondre à cette question.
Alors, une deuxième question que nous avons, c'est venant d'un de nos participants, c'est: je comprends le principe de la culture de sûreté nucléaire, mais comment puis-je être sûr que mes employés le respectent? Crois que je peux. Bonjour tout le monde. Je pourrais répondre à cette question. Là, il s'agit bien sûr de la question de la culture de la sûreté nucléaire. Euh, Tout d'abord, on va dire que la culture de la sûreté nucléaire est un travail d'équipe et elle doit être ancrée chez les employés au niveau de la direction, des responsables hiérarchiques à tous les niveaux à l'entreprise qui agissent comme un exemple pour leurs collègues. Euh, Aussi, vous pouvez mener aux employés une formation sur la culture de la sûreté nucléaire et leur expliquer la philosophie qu'elle affronte. Et comme ça, les valeurs de la culture de la sûreté deviennent plus visibles pour eux. Euh, Ce qui est aussi un des points qui sont très importants aussi, c'est surtout d'avoir un environnement où les employés sont libres d'évoquer des problèmes de sûreté sans crainte de sanctions, par exemple. Du coup, en renforçant la communication entre les différentes hiérarchies, ben, il y aura des relations de confiance qui peuvent être établies dans l'entreprise. Et à la fin, ben, le TÜV-SÜD peut, par exemple, vous aider ou peut aider dans ce cadre, par exemple, à travers un audit et interroger les employés et voir comment l'entreprise présente sa culture de sûreté nucléaire. Et vous pouvez aussi, à l'aide d'indicateurs clés de performance, obtenir une analyse mesurable de la façon dont les employés considèrent la culture de sûreté nucléaire. J'espère Question répondre. concerne une entreprise multi-activité dans laquelle le nucléaire représente 10%. Est-ce qu'il est possible de réaliser une certification partielle ou est-ce que cela impacte la cartographie? Oui, donc je vais répondre à cette question. Alors, la réponse est oui, il est possible de faire une certification partielle. Alors je suppose que la structure en question est déjà certifiée ISO 9001. Donc ce qu'il faudra faire, bah, c'est faire le point par rapport aux personnes qui sont impliquées dans les activités donc liées au nucléaire, parce que c'est une situation qui est très très courante, hein. Et en fonction de ça, on calculera la durée en fait d'audit donc nécessaire par rapport à la 19443, sachant que une certification 19443, comme on l'a vu tout à l'heure, le standard couvre également les exigences de l'ISO 9001, donne automatiquement aussi accès à une certification ISO 9001, hein. Euh, donc on pourra certifier la partie nucléaire sur la 19443. Ça se retrouvera dans le scope, bien sûr, dans le domaine d'application du certificat. Et les activités non couvertes par le nucléaire seront certifiées uniquement selon l'ISO 9001. Alors, ça suppose quand même un travail aussi sur les processus, parce qu'à un certain moment, il va bien falloir pouvoir faire la différence entre les personnes impliquées dans les activités nucléaires et celles qui ne le sont pas. Alors là où c'est relativement simple, souvent, c'est sur les activités opérationnelles. Par contre, sur tous les processus support, c'est moins évident de faire un peu la part des choses. Et donc là, charge à vous de voir comment vous répartissez les choses. Et forcément, aussi, tout ce qui est processus de management, ben, il faudra les intégrer d'office dans la partie 19443 parce qu'ils seront forcément concernés par les deux référentiels. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre clairement à cette question. Merci. Notre question suivante est:
Quels sont concrètement les principaux changements de révision profonde entre l'ISO 9001 et l'ISO 19443? Ok, je peux prendre la question. C'est ingénieux, Euh, oui. Comme on l'a vu tout à l'heure en webinaire, il y a quelques points qui sont spécifiques pour l'ISO 19443. Il y a par exemple la culture de la sûreté nucléaire, ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Et il y a aussi la détermination des articles et activités euh, importants pour la sûreté nucléaire, IPSN. Et il y a aussi, après ça, on trouve aussi l'approche graduée ensuite. Et il y a aussi comment dire, les préventions des articles contrefaits, frauduleux et suspects. Ce sont des changements qui sont très, très remarquables dans le l'ISO 19443 qui sont spécifiques ici. Je peux peut-être compléter juste encore Mhm. sur un point qui est le point documentaire, où aussi on va retrouver, alors quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre le passage de l'ancienne version de l'ISO 9001 à la version 2015, on a considérablement allégé en fait la partie documentaire, donc d'exigences documentaires. Et là, dans la 19443, on va de nouveau réaffirmer un peu plus fermement la nécessité de certains documents et de certains enregistrements, hein. Puisque dans la culture nucléaire, on a quand même une forte culture aussi de papier et d'enregistrement, et ça va se retrouver dans les exigences spécifiques de la 19440. Merci. La question suivante vient d'un auditeur ICA, ISO 9001, qui souhaiterait savoir quels sont les prérequis pour effectuer les audits de seconde partie selon la norme ISO 19443. Seconde ou tierce partie, alors, C'est seconde. Oui. Donc, en fait, donc concernant les prérequis, donc il faut que l'auditeur ait une expérience nucléaire, bien évidemment, euh, et également une formation spécifique au référentiel. Cette formation spécifique au référentiel doit avoir fait l'objet aussi d'une évaluation des connaissances, comme on le connaît aussi traditionnellement sur des référentiels comme l'ISO 9001. Mais je crois que le point important, et c'est directement en lien aussi avec le référentiel, c'est que l'auditeur doit posséder cette culture nucléaire à travers une activité préalable ou une ou des activités préalables et des connaissances spécifiques du milieu nucléaire. Donc, et je crois que c'est le point important, et on le retrouve aussi dans le référentiel qui permet de définir un peu ces exigences. Merci. Notre question suivante est avec une vue sur les standards nucléaires de management de la qualité qui sont à terme remplacés par l'ISO 19043, la NK1, FRA N100. En clair, est-ce qu'on pourra éviter les audits par différents acteurs du secteur en étant certifié justement ISO 19443? Je peux dire quelques mots là-dessus. Je pense que ça dépend ce que le détenteur de licence définit dans spécifications techniques. Si il fait il se référence sur le NCOE1 ou quelque chose d'autre, il faut appliquer seulement ça. Et si il demande d'avoir une certification ISO 19443, il faut bien sûr appliquer les exigences qui sont là-dedans. Il faut pas dire j'ai le NCOAN, comme ça, je n'ai pas besoin de faire le 19443. J'espère que j'ai bien compris la question.
Pour compléter Sirajdine aussi, Mhm. je pense que l'objectif, et Amandine l'a dit tout à l'heure, l'objectif est effectivement de simplifier, donc pas par un standard unique, de simplifier tout ce millefeuille. Tu parlais, Amandine, tout à l'heure de millefeuille, mais je pense qu'il faut être conscient aussi que ce millefeuille ne va pas disparaître du jour au lendemain et que les audits spécifiques, NQA1, KTA, RCCM, etc., vont toujours exister dans un premier temps. Et parce que aussi ces prérequis sont prévus tout simplement dans les codes, hein. La KTA 14.01, ben, si on travaille selon KTA, on est obligé de l'appliquer. Idem pour le RCCM, idem pour d'autres codes. Donc, tant que ces codes-là n'auront pas évolué, n'auront pas intégré les 19443, ben, ça restera toujours d'actualité. Donc, moi, je pense que sur cette thématique-là, ben, c'est une affaire d'évolution et d'évolution des pratiques et d'évolution des codes aussi. Peut-être un autre point, Oui. Dominique. Si l'un des fournisseurs, par exemple, il a déjà le NQA1 ou il a d'autres management systems, ça lui aide d'économiser le temps pour la certification du ISO 19443. Parce qu'il y a beaucoup de points qui sont pareils et là, il sera bien préparé pour l'ISO 19443. Bonjour, excusez-moi. Alors, du coup, notre question suivante sera la laboratoire d'analyse de la radioactivité ISO 17025 ou est-ce que ces laboratoires sont considérés comme des fournisseurs de services ayant une influence sur la sûreté nucléaire? Anaïs, tu peux répéter parce qu'on a eu un blanc Un au petit écho? début. Oui. Pas de souci. Alors, c'était, juste un instant, je la retrouve. Est-ce que la norme ISO 19443 concerne-t-elle les laboratoires d'analyse de la radioactivité ISO 17025? Ces laboratoires sont-ils considérés comme des fournisseurs de services ayant une influence sur la sûreté nucléaire? Alors, alors, en fait, pour les laboratoires, donc, il existe des systèmes d'accréditation spécifiques, hein. Donc, si un laboratoire est accrédité selon 17 000, alors je ne veux pas raconter de bêtises, donc je vais pas donner la fin ce qui est après le 17 000, parce que ça dépend du type de laboratoire et du type de prestation. Mais si un laboratoire fait l'objet de ce type d'accréditation, à mon avis, alors, il pourra toujours se faire certifier d'ISO 19443, mais l'intérêt pour un laboratoire, c'est plutôt d'être accrédité et cette accréditation va couvrir l'ensemble de ses activités par rapport au secteur pour lequel il est accrédité, et notamment, en l'occurrence, si c'est le cas, le secteur nucléaire. Merci. Notre question suivante sera, est-ce que vous avez déjà audité des entités selon le référentiel? Si oui, quel est votre REX et les points difficiles? Oui, donc la réponse est oui. Alors, on a fait récemment un audit avec Sirajdine, donc on peut en parler tous les deux. Euh, euh, je pense que la principale difficulté, ce que nous, on a pu constater à travers cet audit-là, mais aussi à travers d'autres audits, c'est effectivement la prise en compte des aspects spécifiques dont on a déjà parlé, tout ce qui est culture de sûreté nucléaire. Euh, Aussi, les exigences spécifiques, alors on en a moins parlé lors de cette intervention, mais bon,
après, on ne peut pas non plus rentrer dans le détail de la norme en une demi-heure, mais tout ce qui est les aspects liés à la sous-traitance et à l'externalisation des processus, où là, c'est des points qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter précédemment par rapport à l'ISO 9001 où doit se concentrer, à mon avis, le travail de remise à niveau à faire pour passer de la 9001 à la 19443. Et c'est ces points-là qui sont un peu délicats à mettre en œuvre par les entreprises. Voilà, Sirajline, je ne sais pas si tu as aussi un peu. Non, non, c'est exactement comme tu viens de le dire, et c'est pour les entreprises, c'est aussi quelque chose de nouveau. Ben, ils doivent s'habituer, Mm. et je crois que Oui, peut-être. oui, ou d'autres thématiques aussi qui ont fait l'objet durant les audits de pas mal de discussions, bah, c'est la thématique aussi de l'approche graduée, hein, où Mhm, les entreprises qu'on a pu auditer se posent la question. Enfin, ce qu'on nous répond souvent, c'est de dire, bah oui, mais l'approche graduée, on n'en a pas besoin parce que c'est mon donneur d'ordre qui me définit les classes de sécurité des équipements que je dois ouais, fabriquer. Alors oui, certes, mais vous devez aussi, en tant qu'entreprise, euh, prendre en compte ça et vous poser des questions parce que vous allez justement sous-traiter, vous allez devoir cascader ces exigences. Donc, euh, donc ça concerne tout le monde. Donc il faut le prendre en compte aussi même si on vous fournit des éléments en données d'entrée, il faut les prendre en compte ouais. et les reprendre à votre, dans votre approche. Voilà. Ouais, Merci. effectivement. Nous avons une nouvelle question qui concerne à quelle date démarre la possibilité de certification, notamment 2022, pour 2022. Démarre là, tu disais, pardon? Démarre la possibilité de certification. Elle démarre j'allais dire, elle démarre dès aujourd'hui. Alors, on peut d'ores et déjà certifier des entreprises, mais en les certifiant en émettant un certificat non accrédité, puisque au jour d'aujourd'hui, on n'est pas accrédité. On le sera, je l'espère très, très fortement, en début d'année prochaine. Mais on peut d'ores et déjà faire des audits de certification. Alors, ils seront accrédités à partir du moment où on sera titulaire de l'accréditation. On est en train de planifier les premiers audits. Merci. Nous avons une autre question qui concerne plus la chaîne de sous-traitance. Est-ce qu'il existe un rang limite lié à la sûreté nucléaire ou, par exemple, est-ce qu'il faut pas plus de 3 rangs? Non. Non. Comme la norme définit, ben, ça dépend combien de sous-fournisseurs il y en a. Et si j'en ai 5 ou 6 sous-fournisseurs, ben, je dois cascader jusqu'au dernier. Mm. C'est ce que définit la norme. Mm. Elle ne définit pas de nombre spécifique. Ouais. Donc là aussi, c'est un point important. C'était dans les premiers slides. C'est le principe de cascade. Donc, Mhm, c'est-à-dire, et ça, par exemple, Amandine tout à l'heure prenait l'exemple de la chaudronnerie. Ça commence dès l'élaboration de la matière, hein, en passant par sa transformation, le formage, jusqu'au produit final qui est livré en centrale. Et d'ailleurs, là aussi, je renvoie vers les codes parce que les codes sont construits aussi de cette manière-là, hein. Bon, on va s'intéresser à la fabrication de la matière, l'élaboration de la matière, jusqu'à la mise en œuvre finale de l'équipement ou du service, si c'est un service. Merci. Nous avons une nouvelle question qui est le référentiel COFRAC. Est-ce qu'il n'était pas remis en cause par EDF, justement? Pas à notre connaissance, non. Enfin,
Je ne sais pas, non, non, a priori non. Nous allons enchaîner du coup sur la prochaine question. Dans ces cas-là, ou plutôt une remarque, il est difficile de comprendre que dans la réalisation d'une prestation pour un client du nucléaire, que certaines activités ne soient pas à l'ISPN. Leur vision est que toutes les activités liées à une prestation sont déclarées à l'ISPN. Est-ce juste? En d'autres mots, toutes les activités réalisées dans ce cadre peuvent-elles être influencées sur la sûreté? Pour dire quelque chose là-dessus, tout d'abord, on doit savoir que le détenteur de licence, c'est lui qui définit quels sont les produits ou quels sont les services IPSN. Il est défini dans son spécification technique et là, il est fourni à son fournisseur et là commence la cascade. Ça veut dire le fournisseur, il obtient ces informations-là et lui, de sa part, il doit décomposer ses produits ou ses services en articles et activités. Et là, ça dépend si, 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 s'il y en a pour les articles et activités, l'organisme doit les graduer et là, il doit séparer entre non IPSN et IPSN. Et c'est les fournisseurs qui doivent le faire pour eux et le définir. Merci. Justement, au cours de vos différentes explications, vous avez parlé d'une approche graduée pour cette certification. Est-ce que vous pouvez préciser ceci? Comme je viens de le définir, on a les spécifications, ce qui spécifie mon déteneur de licence. Tout d'abord, il y a les produits ou un service IPSN. Et là, mon fournisseur, de sa part, il décompose ce produit ou ce service en articles et activités. Par exemple, si je prends comme un produit ou une pompe, ben, euh, il y a la coquille, par exemple, que je peux considérer comme un article. Et comme une activité IPSN, je peux prendre, par exemple, le soudage. Et là, je dois prendre les exigences qui sont reliées là-dessus et aussi les cascader si j'en ai aussi d'autres sous-traitants qui vont y travailler. Et l'approche graduée, c'est réellement la prise en compte, en fait, du niveau de risque induit par le composant. Et en phase de dire, en fonction de ce niveau de risque, je vais appliquer des procédures ou des niveaux de contrôle adaptés à ce niveau de risque. Et ce niveau de risque, il est à définir en amont. Et Oui, approche graduée, c'est gradué dans le sens, on ne va pas appliquer le même niveau de risque, le même niveau de contrôle, d'inspection et de suivi, etc., pour des choses dont le niveau de risque est bas que pour des choses dont le niveau de risque est élevé. Donc il faut adapter en fait sa démarche, et ce dans toutes les phases, aussi déjà dans les phases de conception, également dans les phases après de mise en œuvre et dans les phases d'inspection. oui. Et comme Amandine tout à l'heure l'a défini dans le webinaire, euh, pour, pour préciser s'il s'agit d'un article IPSN ou non IPSN, ben, il faut faire une analyse de risque. Et là, il faut identifier l'impact des défaillances potentielles de chaque article et activité. Et là, chaque fournisseur peut définir s'il s'agit d'un article IPSN ou non IPSN. Oui. Merci pour cette réponse. Une nouvelle question, est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier pour la mise en œuvre de la norme ISO 19443 dans l'industrie nucléaire, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est prévu que les fournisseurs soient certifiés ISO 19443 et quand les titulaires de licence peuvent-ils exiger dans leur procédure d'appel d'offres? Alors,
Encore une fois, la réponse là, elle est complètement dans la main des donneurs d'ordre qui peuvent, à la limite, dès maintenant, ou qui ont déjà d'ailleurs pour certains, exiger que les entreprises soient certifiées 19443. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de date officielle d'entrée en vigueur de l'ISO 19443. C'est réellement laissé à l'appréciation des donneurs d'ordre. Je rappelle, on est dans le cadre ici d'une norme ISO, d'une norme UN, et une norme, elle est d'application entre un donneur d'ordre et un fournisseur. Donc, c'est vraiment dans la main des donneurs d'ordre, que ce soit des titulaires de licence ou d'autres donneurs d'ordre qui mettraient ça dans leurs exigences au niveau de leur cahier des charges. Donc voilà, il n'y a pas de date. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans maintenant les appels d'offres, de plus en plus apparaît cette exigence. Vos travaux, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Merci. Une nouvelle question est comment démontrer que le responsable sûreté possède l'indépendance et l'autorité organisationnelle exigée? Oui. Alors, donc là, je dirais, je renverrai vers sa définition de fonction déjà, hein, de documenter en fait ça, et ensuite de pouvoir le prouver lors de l'audit sur le terrain par des constats réels en fait, hein. Euh, Également, si quelqu'un veut avoir une autorité, il faut que cette autorité lui soit donnée. Il faut qu'il ait aussi la compétence pour exercer cette autorité, les connaissances pour exercer cette autorité. Et tout ça, l'entreprise de définir en amont dans la définition de fonction de la personne en question. Et nous, pendant l'audit, on évaluera est-ce que effectivement ces prérequis en termes de compétences, en termes de pouvoirs qui sont conférés à la personne, sont bien effectives et, et de cette manière, on pourra se positionner là-dessus. Merci. Nous allons, nous allons conclure sur cette dernière réponse. Encore une fois, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu à l'heure actuelle, ne vous inquiétez pas, nous vous ferons un retour par mail avec les réponses aux questions actuelles et celles que nous n'avons pas répondu. Nous voulions également vous faire savoir que nous étions excusez-moi, que nous avions maintenant rejoint le GIFEN, qui est un syndicat professionnel du nucléaire, justement. Et nous souhaitions du coup vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Comme mentionné plus tôt, le webinaire sera disponible à sa fin afin de le revisionner et vous recevrez également une copie du PowerPoint. Et vous avez également les adresses pour nous contacter pour poser plus de questions qui s'affichent directement sur votre écran. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.